Bonjour. Bonjour Agnès. Je vais bien, merci. C'est beau de vous voir. On va se donner une minute pour recevoir les gens, puis vous souhaiter la bienvenue à notre troisième rassemblement, la date aussi. On a une bonne vingtaine de personnes qui sont en train de rentrer. Mais je vais passer la parole à Anna pour vous expliquer, pour pouvoir choisir l'interprétation selon votre choix. Elle va l'expliquer. Très bien. Bonjour tout le monde. C'est merveilleux d'être avec vous. Nous sommes contents d'avoir Ingrid avec nous pour nous aider avec l'interprétation. Alors, si vous regardez en bas de votre écran, vous devriez trouver quelque chose qui ressemble un peu à ceci. Ça peut être différent selon la mise à jour que vous avez, mais regardez, vous devrez le trouver aussi sous le trois petits points plus. Alors, c'est possible que ce soit là. Alors, vous pouvez cliquer sur ce globe-là et vous allez choisir anglais ou français. Choisissez la langue dans laquelle vous voulez entendre ou celle que vous êtes le plus à l'aise. Si vous êtes bilingue, vous n'êtes pas obligé d'en choisir non plus. Donc, mais choisissez la langue que vous préférez entendre. Et puis, vous allez pouvoir entendre dans l'autre langue grâce à l'interprétation. On entend bien, c'est parfait, merci. Alors, bienvenue tout le monde à ce troisième rassemblement annuel. Je suis heureuse qu'on soit ensemble sur ce week-end de la Pentecôte et votre présence est instrumentale pour former le mouvement ici. Et nous sommes contents d'avoir cette technologie qui permet d'avoir une expérience qui est tout à fait canadienne. Et nous sommes reconnaissants pour le mouvement. Anna Johnson et son équipe nord-américaine qui ont partagé leur plateforme Zoom expertise avec nous. Je veux aussi remercier Ingrid Lefort, qui est notre interprète cet après-midi. Et j'aimerais aussi remercier Faith and the Common Good et notre nouvelle directeur qui nous a permis d'avoir le site web qu'on utilise et le soutien administratif aussi. Et nous sommes aussi très contents d'avoir beaucoup d'animatrices et on va entendre le mot de Monseigneur La Liberté et aussi Dr. Lorna Gould qui est directrice au niveau global. J'aimerais aussi demander Geneviève et Saskia qui sont le fils de Lorcy. Et aussi, il y aura 5 personnes des différentes régions qui veulent nous raconter ce qui se passe dans leur région du Canada. Alors, Denise Lirette va parler à partir de où elle se situe, à Moncton, Nouveau-Brunswick. Michel Vich va nous parler de près de Sherbrooke, Québec, la ville de Brompton. On aura de Port Colborne, Ontario, Mary Cordero d'Hamilton, Ontario, et Margaret O'Donnell qui va nous parler de Victoria, Colombie-Britannique. On offre bienvenue chaleureux par Vincent Dominique qui est le co-secrétaire exécutif pour Justice, Paix et Intégrité de la Congrégation. C'est la commission du UISG au niveau international, l'Union internationale à Rome, des super généraux, à Rome, en Italie. Et puis maintenant, euh, on va passer à notre prière d'ouverture. Je vais demander tout le monde de fermer leur micro, mais lisez la prière avec moi. Mon Père, du Fils et du Saint-Esprit. Louange et remerciements à toi, Créateur de l'univers, pour la beauté et la diversité que tu nous as données au fil des saisons,
Les couleurs des bois, de la campagne, des prairies changent sans cesse et réjouissent nos yeux, en offrant de nouveaux parfums, même à ceux qui ne voient pas. Comme il est merveilleux, ce mécanisme parfait que tu as imaginé, un mécanisme de coexistence ordonnée et joyeuse, et avec tant de responsabilité envers les êtres que tu as créés à ton image et à ta ressemblance. Depuis les hauteurs et des sommets enneigés, depuis les profondeurs des abîmes des mers azurées, tout chante la grandeur de Dieu notre Créateur. Laudato si, notre Seigneur. Amen. Donc, avec cette prière, ça nous situe notre place dans toute la création. Et étant le week-end de la Pentecôte, nous faisons appel aux grâces de l'Esprit Saint. On va passer maintenant pour reconnaissance de cette terre. Alors, nous reconnaissons que nos projets d'une côte à l'autre sont sur des territoires autochtones, inuits, métis, à travers les différents territoires. Et ces nations vivent dans une relation réciproque, pas uniquement avec la terre et les eaux, mais aussi avec les forces spirituelles qui les connectent à leur endroit de création d'une façon intime. Nous sommes heureuses d'avoir cette opportunité de vivre ensemble, de s'épanouir ensemble. Nous voulons vivre avec la paix, le respect et de bonnes relations, sachant qu'il y a eu des accords brisés. Et en faisant cette reconnaissance de la terre, nous voulons aussi reconnaître que cette terre est là depuis plus de 10 000 ans. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'autres gens qui sont arrivés depuis qu'Anna a expliqué pour l'interprétation. Alors, elle va le refaire une autre fois et ensuite, on va entendre le message de Monsieur de la Liberté. Merci Agnès. Alors, simplement pour redire, si vous voulez utiliser l'interprétation, allez en bas de votre écran, vous devrez trouver ce symbole-là ou les trois petits points selon votre version de Zoom. Alors, de cliquer sur plus ou ce symbole-là va vous permettre de voir l'option de anglais ou français. Choisissez la langue que vous souhaitez écouter durant ce Zoom. Si vous voulez écouter les deux, vous n'êtes pas obligé de choisir aucune langue et avoir l'original, mais sinon, choisissez la langue que vous souhaitez avoir l'interprétation. Merci. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire aussi dans le chat. Il y a quelques personnes qui avaient peut-être un problème d'écho. Est-ce que je pense que c'est maintenant rangé. Elle a pu retrouver une solution. Ça va très bien. Si encore un écho, vous pouvez m'écrire. Alors, on entend bien pour celles qui ont choisi leur langue, anglais ou français. Bien. Alors, afin de vous présenter Monseigneur Martin Laliberté, il est un prêtre SME qui est devenu l'évêque de Trois-Rivières, nommé par le pape François, et en février dernier devenu coadjuteur évêque de Saint-Jean-Longueuil. Monseigneur Laliberté est président de l'AECQ et en octobre dernier, avec Monseigneur John Hanson, il a été au COP30 au Brésil avec Développement et Paix. Et c'est la CECC qui l'a envoyé pour les représenter au Brésil. Alors maintenant, on va écouter son message.
Merveilleux. Nous sommes vraiment bénis d'avoir Monseigneur Martin de la Liberté nous envoyer des salutations et une bénédiction. Et maintenant, nous avons un message d'Irlande de Dr. Lorna Gold, qui a un des postes les plus importants en matière de promotion et diffusion de Laudato Si. En février 2025, elle a été nommée directrice générale du mouvement mondial Laudato Si. Elle, avec Thomas Insua et d'autres, était cofondatrice du mouvement Laudato Si en 2015. Et sa carrière au début en Irlande et aussi avec la FOD et aussi avec les évêques euh, a pu travailler beaucoup pour le divestement de... Elle a travaillé avec le Vatican pour produire le vidéo La Lettre et elle travaille sans cesse au niveau international pour le pape François et ses objectifs et le pape Léon XIV maintenant. Voici son message. Salut tout le monde, à tous mes amis de la section canadienne. Je voulais vous envoyer un petit message. Anna m'a dit hier que vous allez tenir une réunion de section ce week-end et je voulais juste vous envoyer tout mon amour alors que vous réfléchissez aux prochaines étapes pour la section canadienne. Vous savez, ces derniers mois ont été assez incroyables pour notre mouvement. Il est devenu vraiment clair que cette transition vers le pape Léon joue un rôle si important dans le monde grâce à son courage et à sa voix morale. Et dans ce contexte, notre mouvement a un rôle si important à jouer. Nous avons ressorti l'encouragement du pape Léon pour quand il nous a salués d'une façon très spéciale lors de l'Angélus dimanche. Nous encourageons à nous renouveler notre engagement envers l'écologie intégrale. Et j'ai passé un moment tellement merveilleux la semaine dernière avec toute l'équipe, y compris Anna à Rome, pour élaborer une planification stratégique pour l'ensemble du mouvement. Et au cours des derniers mois, nous avons rassemblé toutes vos réflexions, tous les points de vue des animateurs et des chapitres, et c'était incroyable. Et c'était incroyable de voir tout ce qui s'est fait dans ces dernières années, parmi tant de problèmes. Mais honnêtement, nous savons combien il y a de problèmes, de défis, mais malgré tout cela, ou peut-être aussi à cause de cela, à cause de la situation dans le monde, notre mouvement est vraiment en plein essor. Donc, la semaine dernière, quand nous étions à Rome, c'était l'occasion de nous écouter les uns les autres, de dîner très attentivement ce à quoi le Saint-Esprit nous appelle, car nous sommes tellement conscients que c'est quelque chose qui est plus grand que nous et nous sommes vraiment capables, en mesure d'avancer. Restons fidèles à cette mission, à ce charisme qui sous-entend Laudato Si, le charisme que le pape François avait pleinement et qu'il a si généreusement partagé avec nous de son vivant. Et nous partagerons tous les fruits de notre signalement dans les prochains jours, bon, bientôt. Mais je tenais à dire que le vendredi de notre rencontre, Anna, moi-même, Christina et quelques autres avons ressenti un besoin si fort d'aller sur la tombe de Pape François. Et pour moi, ce fut l'un des moments marquants de notre semaine que de nous rendre à la messe là-bas, de tout lui confier, de placer toutes nos inquiétudes, nos préoccupations, nos joies, notre espérance, nos désespoirs pour notre mouvement, toute sa protection et son intention. Et je peux vous dire que si vous avez besoin de choses pour votre chapitre, demandez au pape François d'intercéder pour vous. Il est vraiment vivant dans notre mouvement. Son esprit est si vivant et je suis sûre qu'il guide nos pas depuis le ciel. Alors, passez une merveilleuse réunion et j'espère pouvoir revoir certains d'entre vous bientôt. Nous allons de l'avant ensemble. Les problèmes sont
toujours là, les défis sont toujours là, mais nous sommes vraiment appelés à vivre ce moment avec le pape Léon, avec tous les animateurs et à vraiment aider à guérir le monde. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, Lorna, pour ce message, si beau message. Oui, gardons le pape François dans nos cœurs, sachant qu'il nous guide dans tout ce qu'on fait. C'est une consolation pour moi, puis j'espère que ça l'est aussi pour vous. Et ce n'est pas que Lorna qui était avec nous. Il y a tant de gens à la création, tous les oiseaux qui étaient là autour d'elle. C'est un bel aspect de son message. Maintenant, je passe la parole à Anna, qui va nous parler après le message de Lorna, du contexte global de notre mouvement. Merci beaucoup. Et c'est vrai, c'est beau d'être avec vous tous. Je suis Anna Johnson, je suis directrice et c'est vraiment un don de pouvoir travailler avec Agnès et le chapitre canadien et tout le travail que vous faites. Je vais maintenant avancer suivant. On a un autre message qu'Anna nous a raconté, un message d'un cher ami du mouvement, le pape Léon lui-même. Et c'est arrivé dimanche dernier à partir de son enregistrement. Et ça va être en italien ou latin. Non, je parle pas les deux, mais italien. Et il y aura les sous-titres en anglais et vous aurez en français par le son de l'interprète. Alors, c'est la semaine de Laudato Si, écoutant le cri de la terre des pauvres, comme le pape François nous exhorte dans Laudato Si. Nous pouvons entendre que Saint François d'Assise aussi, on peut se rappeler dans son message, la paix de Dieu, avec tous les créateurs, avec tous les frères et sœurs. Malheureusement, dans les dernières années, en raison des guerres, les progrès dans ce sens ont été fortement entravés. C'est pourquoi j'encourage les membres du mouvement La Date aussi et tous ceux qui promeuvent une écologie intégrale à renouveler leur engagement. En effet, soin de la paix, c'est prendre soin de la vie. Donc, d'entendre un encouragement pour le mouvement Laudato venant du pape lui-même. On a fait beaucoup de chemin. Et pour ceux parmi vous qui travaillent pour le soin de la création depuis longtemps, c'est très inspirant d'entendre cela et de savoir que nous faisons partie du cœur du message qui nous vient de l'hierarchie et puis qu'il y a les gens à la base qui mobilisent et qui travaillent cela. Alors, dans le livre d'Esther, un livre peu connu de nombreux catholiques, Esther est une jeune fille juive choisie pour être mariée à un empereur perse. Certaines personnes étroitement alignées avec l'empereur nourrissent de mauvaises intentions, notamment celle d'exterminer tout son peuple. Au cœur de cette situation, l'oncle d'Esther vient la voir pour lui demander de contrecarrer ses plans et de sauver son peuple. Elle résiste, car cela implique un grand sacrifice pour elle. Le succès n'est pas garanti, pourtant, il la pousse. Elle se demande, mais pourquoi moi? Pourquoi c'est à moi de sauver mon peuple? Il la pousse, reconnaissant le privilège unique qu'elle a en ce moment de passer à l'action en lui disant, qui sait, peut-être que tu as été créé pour un moment comme celui-ci. Les temps que nous vivons ne sont pas faciles. Comme le dit le pape Léon, nous sommes submergés par les guerres, les épidémies, maladies terrifiantes, la flambée des prix de produits alimentaires, le coût de la vie, l'explosion de l'intelligence artificielle, qui est considérée comme une alternative à notre magnifique humanité et l'animosité croissante entre nos voisins. Il m'est facile de terrifier par le monde dans lequel nos enfants grandissent. Mais, en même temps, peut-être avons-nous été faits pour un temps comme celui-ci. En écoutant le cri de la terre et le cri des pauvres. Comme le pape François nous exhorte dans la date aussi, nous pouvons entendre que nos systèmes écologiques s'effondrent à travers les cris des espèces au bord de l'extinction, les membres de notre mouvement aux Philippines frappés par 4 typhons en 10 jours en décembre dernier. Vous voyez les photos ici. Nos jeunes qui crient leur angoisse et leur peur face au monde dont ils héritent.
Et la façon dont nous voyons la maladie ravager les forêts qui me relient à vous tous en Colombie-Britannique, au-delà des frontières artificielles que nous avons tracées au sein de la même biorégion. La science et notre foi sont claires. Nous devons rapidement, équitablement éliminer la production des combustibles fossiles. Cela peut faire peur de le dire dans un monde où une si grande partie de nos vies sont si profondément liées aux combustibles fossiles, mais nous savons aussi clairement que si nous ne nous en détournons pas, la vie de nos peuples sont en jeu. Peut-être avons-nous été créés précisément pour un moment comme celui-ci. Vous faites partie d'un mouvement, que vous soyez animateur depuis des années, que vous répondiez à cet appel pour la première fois ou que vous vous situez entre les deux. Nous sommes actifs dans plus de 140 pays dans le monde, avec plus de 20 000 animateurs certifiés, tous œuvrant au sein de leur communauté locale pour nous faire avancer vers un avenir durable. Un avenir où nous célébrons et nous réjouissons de la création de Dieu et où nous nous sommes justement affranchis de combustibles fossiles. Heureusement, nous n'avons pas à faire face seuls comme Esther l'a fait. Nous donnons vie à ces moments de témoignage prophétique. Nous faisons évoluer nos systèmes et nos modes de vie pour qu'ils soient davantage en accord avec l'espoir que Dieu a pour nous. Nous unissons pour défendre une culture de la vie. Regardez toutes ces photos. Il y en a qui viennent du Canada, d'autres qui viennent de Trinidad, Tobago, en Afrique, aux États-Unis, à travers le monde. Et si nous savons que nous nous unissons pour défendre une culture de la vie et en ce faisant, nous appuyons sur des milliers d'années d'histoire catholique et des dizaines de milliers de personnes nous soutiennent. Des enfants qui réalisent des projets scolaires jusqu'au pape. Chacune de nous, ensemble, peut-être avons-nous été créés pour un moment comme celui-ci. Maintenant, je passe la parole à Agnès. Merci, Anna. Je ne pense pas que peut-être, je crois que vraiment nous avons été créés pour ce moment, celui-ci. Je vais prendre un instant pour décrire le mouvement au Canada. Il y en a parmi vous qui sont peut-être avec nous pour la première fois et d'autres ont déjà participé à plusieurs webinaires. Le mouvement d'adoption et mouvement au Canada a commencé en 2019 et nous avons presque 7 ans de service avec ce troisième réunion annuelle. Et parce qu'il y a un accord, une entente entre le secrétariat du mouvement Laudato Si, qui dans les premiers jours s'appelait le mouvement du changement climatique, et avec Foi et le bien commun, qui est aussi un organisme ONG national qui veut aider les communautés spirituelles à vivre de façon avec plus de durabilité, plus de réduire leur impact négatif sur le monde, sur la nature et l'environnement. Nous avons les mêmes 4 piliers d'engagement que le mouvement Laudato Si, qui sont d'encourager une transformation interne en approfondissant une spiritualité, éco-spiritualité dans notre vie et en changeant notre façon de vivre et aussi des dimensions de politique publique. Puis on a une quatrième pilier qui est la dimension de réconciliation avec les peuples autochtones. Prochain diapo. Plusieurs animateurs Laudato Si partagent leurs connaissances de Laudato Si et aussi l'importance de la création d'un point de vue économique dans leur paroisse et leur communauté par des temps de lecture, euh, des équipes au niveau diocésain et paroissial, un soutien liturgique, des animateurs et formateurs d'animateurs qui offrent un mentorat. Cette année, 25 nouveaux animateurs ont été formés. Et il y a aussi des engagements et activités à travers le Canada. Ensemble, nous vivons un plus grand soutien aussi de la part des évêques et euh, votre travail, vos œuvres portent fruit. La foi et le bien commun. Dans leur site web, le mouvement Laudato Si, là aussi, nous faisons partie comme
l'un de leurs projets sur leur site web. Et ça a été fondé sur la conviction que les diverses communautés religieuses spirituelles peuvent être les puissants modèles pour le bien commun. En tant que personnes issues de traditions différentes, nous affirmons les valeurs communes de paix, participation, les droits de la personne, l'interdépendance écologique, durabilité environnementale et compassion envers tous les êtres, comme pierre angulaire d'une société saine. Euh, Foi et le bien commun, Faith in the Common Good, est un réseau caritatif interconfessionnel national. Le conseil de nation et le personnel reflètent la diversité religieuse et éthique du Canada. En collaboration avec des partenaires communautaires locaux partout au Canada, ils organisent une grande variété de programmes pratiques, éducatifs, spirituels, qui encouragent l'efficacité énergétique, le soutien du secteur confessionnel à l'énergie propre, le renforcement de la résilience communautaire, la résilience, beaucoup d'autres activités encore, grâce à des programmes tels que Greening Sacred Spaces, des espaces sacrés, verts, et d'autres qui existent. Bon, avec cette image, ce diapo, je veux que vous puissiez déjà penser à ce qui se passe au niveau mondial concernant les combustibles. Et nos deux conférencières vont en parler davantage, mais je veux que vous sachiez qu'il se passe de quoi, il y a du mouvement. Et à mon point de vue, comme Canadien, on a un rôle important à jouer à partir de notre, les privilèges que nous avons et le développement de notre pays, où la contamination fait partie d'un des effets que nous produisons, qui nous a fait croître dans notre pays, si on veut. Alors, je vais vous montrer une dernière diapositive et je vais vous présenter nos deux conférencières. Saskia et Geneviève sont du bureau de l'ORCI pour l'écologie intégrale et cela réunit plus de 24 communautés religieuses afin de renforcer leur travail à partir pour l'écologie. Elles regardent les différentes politiques avec les membres de Parlement à Ottawa et aussi au niveau local, c'est-à-dire euh, là, là où sont les différents membres des différentes congrégations membres. Alors, il y a des campagnes à travers travail de coalition. Et puis maintenant, pour l'éducation le plaidoyer international. Alors, je vous passe maintenant la parole à Saskia et Geneviève. Oui, merci beaucoup, Agnès. Merci de l'invitation, de pouvoir partager des réflexions à partir de notre expérience au Brésil, le COP30. On dirait que c'est loin maintenant, mais euh, on pense que ça peut être aidant pour le travail qu'on a à faire ensemble. Alors, on va déjà regarder les prochaines diapositives. Merci. Alors, nos réflexions d'aujourd'hui viennent de trois différents regards. La première, c'est de vous partager ce que la COP30 a révélé sur le pouvoir et la participation, que ce soit la société civile et aussi les autres personnes qui ont joué un rôle à COP30, mais pourquoi les communautés religieuses ont leur place dans les espaces climatiques en en ce qui concerne le plaidoyer, euh, la solidarité mondiale et dernièrement aussi la dynamique qui prend de l'ampleur quand on regarde la conférence de s'éloigner des combustibles fossiles. À Santa Marta, il y a eu un plaidoyer qui est ressorti, ce qui s'en vient pour 2027 et ce que nous pouvons faire ensemble aussi. Alors, on va passer au suivant. Alors, pour commencer, je vais brièvement donner le contexte en présentant quelques résultats de la COP30 avant de passer à les réflexions et les prochains pas. Alors, vous voyez sur la photo, COP30 s'est tenue à Belém, au Brésil, en Amazonie, marquant le 10e anniversaire de l'accord de Paris et amenant les négociations mondiales sur le climat dans l'une des
des régions les plus vulnérables au changement climatique et plus riches en biodiversité. Donc, symbole puissant. Alors, la tenue de la COP30 dans les pays du Sud a redéfini l'ordre du jour et stimulé la participation de la société civile avec une présence notable de dirigeants autochtones, leaders autochtones, des jeunes, des communautés religieuses et des gens dans les organisations à la base. Alors, parallèlement aux négociations officielles, le Brésil a accueilli la Cúpula dos Povos, sommet des peuples. Et ici, on peut voir quelques photos. C'est le sommet des peuples qui a rassemblé 30 000 participants à peu près et 1 100 organismes pour dénoncer les fausses solutions et renforcer les mouvements sociaux, aboutissant à l'adoption de la Déclaration des peuples qui a fait partie du COP30. Quand Geneviève et moi on était à Belen, on a aussi vu la mobilisation autochtone qui a remporté une victoire importante lorsque le gouvernement brésilien a annoncé qu'aucun projet ne sera mis en œuvre pour continuer sur le fleuve Tapajós sans consentement libre, préalable et éclairé. Alors, lors de la COP30, pour la première fois, une présence catholique coordonnée a été observée, intégrant le cadre de la dette aussi aux questions de financement, de pertes et de dommages, ainsi qu'aux revendications en matière de justice. Puis Geneviève a été sollicitée pour conseiller le Vatican sur un certain nombre de questions. Et nous avons travaillé avec l'Alliance du réseau ecclésial, où l'Église s'organise et se mobilise par région. Cela découle, bon, on a pu rencontrer des groupes d'Océanie, la région des Grands Lacs en Afrique et de l'Amazonie. Prochain. Un des principales victoires a été l'adaptation du mécanisme d'action de Belém, BAM, l'un des cadres de transition juste et plus solides fondés sur les droits jamais adoptés lors d'une COP, qui reconnaît les droits humains, les droits du travail, le droit à un environnement sain, le consentement des peuples autochtones et la protection des communautés marginalisées. Bon. On a également constaté une montée des appels internationaux en faveur d'au moins 120 milliards de dollars par an de financement pour l'adaptation des pays développés vers des pays en développement. Suivant. Bon. En ce qui concerne les réflexions, malgré la pression croissante de la société civile et de plus de 80 pays, les négociations sur la sortie des énergies fossiles ont encore peiné à aboutir à un consensus significatif. Les décisions sont faites par consensus, donc si le pays ne veut pas, on ne peut pas avancer. Les pays producteurs et les États pétroliers se sont opposés à des engagements plus fermes. Plus de 1600 lobbyistes des énergies fossiles ont été accrédités aux négociations et le texte final de la COP30 a finalement omis tout plan concret d'élimination progressive des énergies fossiles. Alors, la COP30 a mis en évidence à la fois les promesses et les limites des négociations mondiales sur le climat. Ces espaces permettent le dialogue et le plaidoyer, mais ils révèlent également comment les intérêts des entreprises, les inégalités de pouvoir économique peuvent freiner le progrès, en particulier en matière d'élimination progressive des combustibles fossiles. Dans ce contexte, quand on parle vraiment d'élimination progressive, dans ce contexte, les communautés religieuses, la société civile jouent un rôle essentiel pour proposer une vision plus large de la justice climatique, une vision ancrée non seulement dans la réduction des émissions et le financement, mais aussi dans l'équité, la dignité, la solidarité, surtout avec les personnes les plus touchées par le changement climatique. Alors, Geneviève et moi, on a vu comment à l'intérieur, il y avait beaucoup de langage sur le chip climatique, l'ambition. On ne cessait pas de parler d'urgence. Pourtant, un bon nombre de personnes qui subissent déjà des conséquences de la crise climatique
peine encore à se faire entendre dans l'espace de négociation où les décisions sont prises. Vous voyez les délégués ici en dehors des lieux de négociation, étaient toujours avec des slogans qui disaient langage simple, solution simple. C'est resté en tête. Et on expliquait que durant les négociations internationales, il faut se rappeler que la justice se trouve pas dans les termes techniques, mais dans les réalités vécues par les gens les plus touchés par la crise climatique. Et à la genre de tout ça, j'aimerais mentionner que réalité, préoccupation récurrente dans de nombreuses conversations, en particulier chez les délégués autochtones avec lesquels nous étions, ils ont parlé que les structures de pouvoir qui façonnent les négociations sur le climat reflètent toujours les logiques coloniales et extractives. Je vous partage un commentaire lors d'une rencontre. C'est une femme brésilienne dans un taxi qui m'a dit ah bon, ils viennent ici pour parler de finance et climat, mais on a encore les mines ici. Même chose quand on parle avec les sœurs de Saint-Joseph du Brésil. Elles nous disaient, vous êtes une voix là-bas, une voix comme juste dans le, vous êtes notre voix là-bas, dans la zone bleue, là, que vous voyez sur la photo. Car nous ne pouvons accéder qu'à la zone verte, qui est là où les autres organismes peuvent avoir leur kiosque. Et puis, si vous voyez l'espace des différents pavillons, comme les pays plus riches prennent tout l'espace parce qu'ils peuvent payer pour avoir ce contre-pavillon. Euh, comme Honduras, j'ai cherché pendant 1 heure pour trouver, puis il était pas là finalement. Donc pour moi, c'est contradiction. Des fois, c'est un peu frustrant, mais je pense que on doit se rappeler que même quand ce processus COP30 semble énorme et frustrant, euh, c'est quand même un des peu endroits au niveau mondial où les gens de société civile, les gens de foi peuvent faire partie des conversations. Alors, notre rôle, c'est de remplir et prendre cette place et savoir que notre participation compte et fait une différence. Et c'est ce qui fait que c'est plus difficile pour eux d'ignorer ce qui manque de ces processus de négociation. On va passer au suivant. Et nous étions donc présents pour, comme ORC, l'ORCI. On a pu, on avait eu l'occasion d'échanger avec des députés canadiens, les négociateurs, notamment lors des conversations visant à pousser. Il y a l'honorable Julie Debruson et beaucoup d'autres que vous voyez sur les photos, ministre d'Identité et Culture, aussi du Bloc québécois, Patrick Brunet, puis sénateur Mary Coyle de Nouvelle-Écosse. Ce qui est intéressant, c'est que bien que le séjour des deux ministres à Belém était très court, nous avons pu nous joindre à d'autres organisations de la société civile canadienne qui voulaient réclamer davantage d'ambition et de cohérence dans la revendication du Canada en matière de leadership climatique. Et puis, je pense qu'en novembre, on avait des nouvelles au sujet des pipelines, des nouveaux pipelines, étaient au cœur de nos préoccupations. Alors, on s'est interpellé, surtout Geneviève, la négociatrice en chef du Canada, Jeanne-Marie Huddleston, au sujet du mécanisme d'action de Belém, BAM, en exhortant le Canada à soutenir le nouveau processus de coordination conçu pour aligner le financement avec la justice sociale et droits du travail au niveau local. Mais je pense que le décalage le plus douloureux qui a été le silence du Canada sur presque toutes les questions principales de la COP30. Ce silence était assourdissant et très décevant. Puis une des photos que vous voyez en haut, c'est le ministre qui parle du leadership que le Canada a dans les règlements de méthane et aussi de vouloir réduire.
émissions, mais tout ça, c'est du vieux. Méthane, puis c'est pas du neuf ici pour cette conversation-là, mais on dirait que nos dirigeants continuent de parler comme si quelqu'un était toujours un artisan de la paix, un leader environnemental, un défenseur des droits humains. Donc, ils étaient un déni total de la manière dont leur rôle international du Canada a changé. Il, il se voit toujours comme un artisan de paix et un leader environnemental, défenseur des droits humains. Alors, ce qui nous est apparu clairement, c'est que de nombreux dirigeants politiques canadiens semblent comprendre l'urgence de la crise. Il subsiste une énorme hésitation lorsque l'action climatique commence à remettre en cause les systèmes liés à l'extraction, à la croissance économique et aux intérêts géopolitiques. Suivant. Je pense que c'est la raison pour laquelle on trouve que les communautés religieuses sont importantes dans ces espaces-là parce que on arrive avec une parole voie morale qui se base dans les interactions et le travail que nous faisons à la base. Alors parce que certaines des conversations les plus transformatiques, notre expérience à nous, là, c'est qu'en dehors des salles de négociation, c'est que certaines des conversations les plus transformatrices n'ont pas lieu dans les salles de négociation officielles, mais sur les événements. Elles ont lieu lors d'événements parallèles, de rassemblements informels, de réunions dans des églises, dans des bus, des cafétérias, des longues files d'attente. Et c'est là où on voit qu'il y a eu une présence catholique coordonnée plus forte et aussi des événements interreligieux à Belém, des moments où ça réunit des gens ensemble, des voix autochtones ensemble, donc d'occuper de l'espace. Et aussi, comment il y a des chefs religieux qui ont pris clairement que c'est pas, on peut pas se séparer, c'est-à-dire ce que vous voyez, l'appel, dans l'appel à la justice climatique, la maison commune, convention écologique, j'ai participé où l'évêque a pris la parole au sujet de la dette écologique, que les pays du Nord devaient prendre responsabilité pour cette dette. Et je prenais parole dans cet événement parallèle, alternative, où nous voulons donner une réponse au document et nous voulons l'utiliser aussi dans notre plaidoyer ici, localement au Canada, et un moment qui était devenu personnel pour moi, c'est d'entendre l'évêque parler de comment il y a des pays qui ont pas contribué autant, mais payent un prix plus cher. Moi, j'ai partagé mon expérience comme étant canadienne et hondurienne et j'ai pu partager mon expérience. Je, j'ai partagé mon expérience. Un pays qui s'est construit à maintes reprises après des catastrophes climatiques et comment cela a eu un impact sur mon pays d'origine et aussi que d'entendre les chefs, les responsables ecclésiastiques parler de ça, s'exprimer si clairement. Euh, la foi et notre vie personnelle, c'est pas en dehors de notre plaidoyer pour la justice climatique. On peut parler et nos voix peuvent être entendues. Donc, les dernières images, je pense que ce que j'ai appris de cette expérience, malgré la frustration de voir qu'il y a toute cette politique, mais maintenant, comment allons-nous poursuivre? Comment allons-nous avancer en retournant au Canada? Donc, je passe à l'image suivante et je voulais souligner que l'un des développements les plus porteurs d'espoir liés à la COP30 a été l'annonce de ce qu'on a mentionné déjà, la conférence internationale sur la sortie progressive des énergies fossiles à Santa Marta en Colombie, qui est arrivée en avril de cette année.
Et cette conférence est importante car elle reflète la, la frustration du COP 30, de faire un consensus, de dire oui ou non à l'administration progressive des combustibles fossiles, mais elle reflète la prise de conscience internationale consciente que le monde doit dépasser le langage vague sur le climat et commencer à planifier sérieusement l'élimination progressive des combustibles fossiles. Elle a vu le jour en partie à cause de la frustration, mais que c'est complémentaire au COP et non pas à l'extérieur d'eux. Et c'est vraiment pour trouver ce sera quoi les choix ch- pour une transition juste. Alors, c'est pas, ça se veut pas un lieu de négociation comme celle de la COP. Je vais vous partager le lien, le site web qui explique davantage que c'était cette conférence-là et ce que ce n'était pas. Mais ce qui rend le processus de Santa Maria important, c'est que il a réuni des gouvernements, des universitaires, des mouvements autochtones, de la société civile et des communautés religieuses qui sont déjà prêts à avancer. Excusez, alors à peu près 57 pays étaient là en avril, mais c'est ça, des académiciens, des universitaires, mouvements autochtones, des communautés religieuses, des groupes liés à la foi, plus de 1300 participants et c'était discuter vraiment les voies juridiques, économiques, sociales menant à cette transition. Comment pouvoir aller dans cette orientation-là? Et nous, je t'emmène bientôt, mais et nous sommes joints à eux à une lettre qui demande aussi au Canada d'être présent à la conférence. Le Canada était là, mais bon, pas le ministre, mais il y avait délégué de négociateurs, mais c'est toujours important de le rappeler. Alors, en regardant vers l'avenir, la prochaine conférence après celle de Colombie sera en Tobago, en Irlande, et c'est un lieu symbolique parce que son existence est menacée à cause du changement climatique. Puis, on ne sait même pas si ça va exister en 2100. Donc, c'est important aussi comme savoir. Alors, nous, aussi, on va se joindre du changement climatique pour voir cette conférence qui aura lieu et à partir de ce qui va ressortir. On n'a pas le temps d'expliquer tout ce qui est ressorti de façon élaborée, mais je vais vous mettre un lien où vous allez avoir plus de détails. Simplement pour dire qu'il reste peu de temps. Oui, il me reste une minute. Désolée. Merci. Alors, comme on a déjà mentionné, à la lumière de la conférence, on peut souligner que un deuxième manifesto sur la maison commune du Sud global qui appelle les gouvernements et les dirigeants à être à la conférence Santa Marta. Bon, ça c'était le passé, mais aussi de soutenir que les gouvernements doivent euh, aussi accepter le traité sur les combustibles fossiles. Bon, celle-ci, c'était très important pour euh, mettre la lumière sur Laudato Si, qui a une réflexion théologique catholique sur la proposition d'initiative en faveur d'un traité sur les combustibles fossiles, nous montre pourquoi l'Église s'engage aussi dans cette initiative du traité et aussi ce qu'on a besoin comme réflexion théologique pour soutenir. Et je pense qu'elle offre beaucoup de fois un cadre moral cohérent, un fondement théologique. Alors, c'est ce que nous pouvons aussi permettre ou contribuer. Et puis, pourquoi ces documents me donnent de l'espoir? C'est que je crois que parmi les différents moments de frustration face à la politique internationale, il y a aussi une prise de conscience renouvelée du rôle important que les communautés religieuses ont à jouer pour tisser des liens, faire entendre les voix marginalisées et imaginer des formes de développement économique et social au-delà. Donc, ayant ces ressources qui existent maintenant,
Comment nos communautés vont-elles s'organiser, accompagner, militer et construire la solidarité en ce moment? Des appels à l'action, lesquels allons-nous relever? Merci, désolé si j'ai dépassé un peu. Je veux dire qu'on a entre maintenant et 15 heures pour la partie que Geneviève va présenter. On aura moins de temps qu'on pensait pour les temps de questions, mais si les gens ont des questions sur ce qui est présenté, ils peuvent les écrire dans le chat et si on peut pas répondre dans la réunion d'aujourd'hui, on va vous écrire par la suite par courriel avec un suivi des réponses. On aura des petits groupes de partage aussi. Mais maintenant, on va écouter la présentation de Geneviève. Est-ce que ça représente pour nous au Canada? Oui, merci beaucoup. Alors, je fais du pouce sur la question de Saskia. Comment nos communautés vont-elles s'organiser, accompagner, militer et construire la solidarité en ce moment? Alors, 10 ans après la publication de l'ADOT aussi, nous vivons un moment particulièrement historique, peu évident. Plusieurs crises semblent se croiser et se renforcer mutuellement. La crise climatique, les inégalités économiques croissantes, les conflits armés et la militarisation croissante de nos sociétés. Et ces nouvelles nous rappellent, l'actualité nous rappelle chaque jour des inondations, les sécheresses, les déplacements forcés, les divisions sociales. Ces réalités peuvent nous donner un sentiment d'impuissance. Et aujourd'hui, j'aimerais proposer une autre façon d'envisager cette réalité, qui est semblable à ce qu'on entendit qu'Anna nous a dit. Et si cette époque difficile était aussi une invitation à repenser notre relation avec la Terre, avec les autres, avec nous-mêmes. Le changement climatique n'est pas seulement un problème environnemental, il reflète un échec moral collectif, enraciné dans de faux modèles de développement, un pouvoir sans frein et le refus d'accepter des limites. Pendant longtemps, notre modèle économique et culturel nous a appris à considérer la Terre avant tout comme une ressource à exploiter, quelque chose à posséder, à extraire et à consommer. On change de diapo. Les vraies solutions exigent un renouveau de notre relation avec la création, une profonde conversion écologique, des réponses interdisciplinaires et un changement structurel courageux. En ce moment, nous sommes appelés à vivre différemment avec la Terre, non plus selon une logique de domination économique, culturelle, voire spirituelle, mais à travers une relation de solidarité renouvelée. Une solidarité avec les personnes et avec la planète. Et aujourd'hui, je voudrais proposer une idée simple. Que lutter contre la crise climatique ne se résume pas à des actions individuelles. Elle nécessite également une participation active des citoyens et des communautés pour donner vie à ces changements structurels audacieux. Et dans une démocratie comme la nôtre, cela signifie dialoguer avec nos élus, poser des questions, défendre les droits humains et tisser des liens avec nos voisins et nos députés. Car les décisions politiques influent directement notre environnement, le coût de la vie, l'agriculture, les transports, le logement, la qualité de vie des générations futures. Ça, c'est important. Alors, une rupture dans les relations. La crise climatique ne se résume pas à des températures plus élevées, aux gaz à effet de serre. Elle révèle quelque chose de plus profond, une rupture des relations, une rupture entre les êtres humains et la nature, entre les riches et les pauvres, le présent et l'avenir. Comme nous l'avons entendu, ceux qui contribuent le moins aux émissions de carbone sont souvent ceux qui souffrent le plus des conséquences. Les populations vulnérables, peuples autochtones, pays du Sud et générations futures. La crise climatique est donc aussi une question de justice. Nous devons passer d'une culture du toujours plus à une culture du assez. Cela nécessite une transformation tant intérieure qu'extérieure. Au fond, répondre à la crise climatique signifie se poser une question essentielle. Qu'est-ce qu'une bonne vie, une vie bonne? Est-ce accumuler toujours plus ou vivre avec ce qui suffit au sein d'une communauté solide, un sentiment d'appartenance, de responsabilité? Cela signifie comprendre que nous faisons partie de systèmes plus vastes, sociaux, culturels, environnementaux, son choix vient de passer, et reconnaître comment ces systèmes façonnent nos vies. Pour vivre pleinement, nous devons également reconnaître que différentes formes de discrimination peuvent se, peuvent se recouper et rendre la vie plus difficile pour certaines personnes. Cette prise de conscience nous aide à mieux comprendre les obstacles auxquels sont confrontées les personnes marginalisées et à travailler ensemble pour les surmonter. Mais on y revient. Comment pouvons-nous avoir un impact concret dans notre vie quotidienne? Suivant.
Et bon, il y en a qui sont en français pour nos collègues en français. Alors, nos choix individuels ont trois formes de pouvoir. Le pouvoir direct, nos choix ont un impact réel, manger davantage d'aliments locaux, végétaux, acheter moins, mais mieux. Vous le savez déjà, vous le faites déjà. Mais ces actions ne suffiront pas à elles seules à sauver la planète, mais elles réduisent notre empreinte collective. Et le deuxième, c'est le pouvoir culturel. Notre façon, nos habitudes influencent les autres. Quand quelqu'un commence à faire du compost, à réparer des objets, à acheter des articles d'occasion, cela peut susciter des discussions, créer des nouvelles normes sociales. Et le changement culturel commence souvent à petite échelle. L'un des principaux problèmes dans les débats sur le climat est que les gens s'accrochent souvent davantage à leur identité culturelle qu'aux preuves factuelles. Les climatologues sont plus frustrés que jamais que la polarisation politique rend difficile de s'accorder sur ce qui est considéré un fait. Nous connaissons déjà des solutions capables de résoudre plusieurs problèmes à la fois. L'économie circulaire, une transition juste, le respect des droits des peuples autochtones, l'annulation de la dette, action climatique et le paiement de notre juste part. Le travail le plus important se situe là où le changement intérieur et extérieur se rencontrent, ouvrant la voie à une véritable transformation. Et c'est là que des congrégations religieuses et des communautés de foi, des paroisses au sens large, peuvent travailler ensemble pour éliminer les obstacles qui sapent nos efforts pour vivre une écologie intégrale. Et le troisième, et c'est ça que je veux surtout expliquer aujourd'hui, troisième forme de pouvoir qui découle de nos choix est le pouvoir politique. Cette dynamique individuelle et collective se transforme en pouvoir politique par le biais de plusieurs mécanismes. Nous construisons des réseaux d'influence locaux, gagnons une crédibilité auprès des décideurs, formons des groupes de citoyens organisés et menons des actions de lobbying citoyen auprès des élus. Chaque action personnelle devient une pierre dans une structure collective. Il y a un cercle vertueux où les changements individuels se transforment en une transformation politique tangible. Pourquoi les relations avec les députés sont importantes? Les rencontres avec les élus sont importantes car les élus ont besoin d'entendre d'autres voix que celles des groupes de pression économique. Les industries sont organisées, les entreprises ont des lobbyistes. Beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Mais les citoyens, les groupes communautaires, les paroisses et les croyants apportent une autre voix, celle du bien commun. Lorsque les citoyens rencontrent leurs élus, ils leur rappellent que les décisions politiques ne doivent pas seulement servir l'économie à court terme, mais aussi la justice entre les générations. Deux, les élus se souviennent des groupes organisés. Un citoyen isolé peut sembler marginal, mais une délégation paroissiale, un groupe communautaire ou un réseau local attire beaucoup plus l'attention, surtout lorsqu'il y a une demande claire, une relation durable dans le temps. Et le mot-clé ici est relation. Des rencontres régulières avec les élus, les députés, pour dire nous sommes des citoyens engagés, nous voulons travailler avec vous pour le bien commun. Trois, le changement politique vient rarement uniquement d'en haut. On le sait, les grandes transformations historiques sont souvent le fruit de l'action de citoyens organisés. Protection sociale, droits civils, protection de l'environnement, droits des travailleurs. Le changement climatique exigera également une mobilisation citoyenne. Alors, que peut faire concrètement une paroisse? Organiser des rencontres avec les élus au niveau municipal, provincial, fédéral. Pas seulement pendant les élections, mais tout au long de l'année. Pour parler de ce qui compte, transport public, protection des terres, soutien aux personnes vulnérables, sécurité alimentaire, et dire nous sommes des citoyens engagés. Nous voulons comprendre, nous voulons dialoguer, nous voulons contribuer au bien commun. Et c'est exactement pour cela qu'il est important de parler avec nos représentants élus. Ça compte. Dans le cas de mon travail récent sur la campagne Changer la dette en espoir, où j'ai travaillé avec Développement et Paix et KRE, c'est plusieurs parmi vous. Et notre équipe a travaillé d'arrache-pied pour convaincre un ministre de recevoir les 72 000 pétitions signées par des Canadiens. N'importe qui pouvait nous rencontrer et recevoir 72 000 pétitions signées. Les signatures de la pétition. Pendant des mois, nous avons écrit des lettres, appelé les bureaux, courriels, sans grand succès. Alors, on n'avait pas accès à un bureau d'un ministre. Alors, nous avons changé de cap et adopté une stratégie différente. Nous avons demandé aux membres locaux de rencontrer leurs députés dans leur circonscription pour parler de la campagne et présenter les
leur demander de présenter les revendications de la pétition à la Chambre des communes. Et c'est là que les choses ont enfin commencé à bouger. Notre moment le plus fructueux a été une rencontre entre les sœurs de Saint-Joseph de Toronto et leur député, qui était le secrétaire parlementaire aux Affaires étrangères. Avant la rencontre, nous avions très peu d'espoir. Et grâce à cette seule conversation, des portes se sont ouvertes. On espérait une seule chose et on est parti avec trois. Le député a accepté de présenter la pétition au Parlement, de se joindre à nous pour un rassemblement sur la colline du Parlement le 28 avril, de recevoir les pétitions, puis a proposé d'organiser un petit déjeuner parlementaire pour les députés sur la question de la dette et de son impact sur les pays du Sud. Tout a changé grâce à la relation locale entre les citoyens et leurs représentants élus. Et puis, les sœurs sont les lobbyistes les plus persuasives qu'on puisse imaginer. Personne ne peut nier leur extraordinaire contribution à l'éducation de nos communautés. Suivant, c'est nous, sur la colline. On a une photo de Rob, le député le ministre qui a parlé avec une jeune femme de Toronto qui a voyagé là pour cet événement. Maintenant, je sais que j'ai presque plus de temps, alors je vais raccourcir la suite. Ce que je veux dire, c'est que nous avons du travail majeur devant nous. On a le projet de loi C5, la législation fédérale qui veut accélérer certains projets jugés d'intérêt national. Vous vous rappelez? Et tels que ceux liés à l'énergie, aux mines ou aux infrastructures de transport. Mais nous devons rencontrer nos députés, nos ministres et poser des bonnes questions, comme comment accélérer des projets sans affaiblir les protections environnementales? Ou comment s'assurer que les communautés locales sont véritablement consultées? Ou comment concilier le développement économique et la responsabilité envers les générations futures? Est-ce qu'il est possible d'être à la fois préoccupé par l'économie, par l'emploi, engagé pour l'environnement et attentif au bien commun? Ce genre de débat nous rappelle quelque chose d'important. Nous ne rencontrons pas nos élus parce que nous avons toutes les réponses. Nous les rencontrons parce que nous avons des questions importantes à poser au nom de nos communautés et du bien commun. On peut concrètement poser la question, comment verrez-vous à ce que les projets accélérés en vertu du projet de la loi C5, que ce soit pipeline, barrage, peu importe, respectent les engagements climatiques, les communautés locales et les droits des Autochtones? Et on veut travailler avec vous pour arriver à un stade où on peut s'assurer que nos engagements de justice climatique, désolé, le chat mange mes papiers, elle a dit. Alors, ce qu'on a devant nous aussi, c'est une opportunité pour travailler ensemble, de bâtir ces relations, de poser les questions, d'avoir des rencontres régulièrement et avec cela, pouvoir semer l'espoir là où nous habitons et là où nous travaillons pour le bien commun. Nous croyons encore qu'il est possible de construire une société plus juste, plus durable et plus solidaire. C'est une photo de notre événement sur la colline et vous voyez ici un mélange de laïcs et de religieux, religieuses. Des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, des paroissiens, des pasteurs, tous réunis pour mettre l'être humain devant le profit. Ils sont heureux d'être là parce qu'on apprend pas à pas qu'avec chaque conversation qu'on a avec nos voisins et avec nos ministres et nos députés, qu'on peut avoir un impact vers l'avenir de l'adaptation en action au Canada. Merci. Merci beaucoup, Saskia, Geneviève. Vous avez tant d'expérience et vous avez pu entendre les gens du Canada et à travers le monde quand vous étiez au COP 30 et aussi avec vos engagements avec développement et paix et des communautés religieuses. Alors, j'aimerais que les gens qui nous entendent maintenant gardent en tête certains des éléments et nous allons maintenant écouter des personnes qui sont de partout au Canada qui vont nous donner
Et bref, témoignages sur ce qui se passe. Je vais les présenter brièvement et puis après, je vais demander à chacune de nous raconter. Alors, on a Sœur Denise Lérette qui est de Moncton, Nouveau-Brunswick et elle travaille avec le diocèse là-bas pour donner vie à la dot aussi et dans le diocèse de Moncton. Michel Fish qui enseigne, qui raconte et animateur de la dot aussi et fondateur du cercle la dot aussi dans le diocèse de Sherbrooke, le frère Bill Carruthers qui est à Port Colborne en Ontario et qui est engagé depuis plus de 10 ans comme fondateur, administrateur de la maison Jericho. Mary Cordero, une amie très chère qui travaille là-dedans aussi même avant que l'encyclique existe. Donc, Mary dépasse les 10 ans à travailler sur l'environnement et la justice sociale dans la ville de Hamilton. Et ça, Margaret O'Donnell, qui est en Victoria, Colombie-Britannique, qui était fondatrice de la société Oasis pour santé spirituelle dans le centre-ville de Victoria. Chacune a une histoire à nous raconter et c'est très aidant d'entendre ce qui se vit à travers le pays. Alors, Denise, est-ce que tu es prête à nous raconter? Puis, on a aussi des diapositives pour Denise. Bonjour tout le monde. Alors, j'ai rencontré l'archevêque en juin 2021 pour lui demander, Monseigneur Guénaud, pour lui demander si je pouvais créer deux comités là, dont aussi un francophone et un anglophone. Et la seule chose qu'il m'a demandé, c'est donne pas plus de travail aux prêtres, d'accord? J'ai dit oui, d'accord. Et de là, on a créé notre énoncé de mission, nos objectifs, que j'ai envoyé à Agnès si jamais quelqu'un est intéressé de les avoir. Deuxième diapo. La première activité que nous avons organisée en juin 2021 consistait dans un rituel de prière pour justement accrocher la boule de la terre dans mon église. C'est de diamètre de 3 pieds et puis accompagné de deux bannières. Vous le voyez pas en haut peut-être, mais un qui dit, je cherche ici, Dieu vit que cela était très bon de la Genèse et l'autre côté, prendre soin de notre maison commune. Donc chaque année, nous accrochons la boule de la terre le 22 avril et nous avons un rituel avec les gens et on l'enlève pour le temps de l'Avent et le carême. Suivant. Alors, voici quelques-unes des activités que nous avons menées depuis 2021. Bon, notre énoncé de mission. On a aussi une présentation PowerPoint sur Genèse 1 et quelque chose qui était familier pour les gens et aussi la manière dont nous traitons la terre aujourd'hui. Ça a été en français et en anglais. On a une série de vidéos de la date aussi, fait par Daniel Horan, et aussi une faite par une série par Kevin Moynihan de Halifax, production Halifax. On a fait une présentation sur la conversion écologique et l'écologie intégrale. On s'est inspiré de l'œuvre de Thomas Berry pour une retraite du carême. Beaucoup de gens ne savent pas qui il est et pourquoi il est si important. Il a été spécialiste dans les relations entre l'être humain et la Terre et comment on traite la Terre aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que l'œuvre de Thomas Berry est si importante. Après, l'été dernier, on a construit comme un poteau de la paix avec un groupe de jeunes. C'est la saison de la paix et de la création. On a fait une marche cosmique avec différents groupes dans la paroisse, en français, en anglais. On le fait depuis 4 ans au moins, avec les groupes qui se préparent à la confirmation et aussi avec un groupe d'étudiants universitaires à Montréal-Sackville. Euh, L'automne dernier, j'ai fait des brèves présentations avant la messe parce que beaucoup d'activités, on n'a pas beaucoup de participants, donc j'essaie différentes approches.
Et c'était très intéressant, la réponse qu'on a eue de la part des gens. L'an dernier, c'était le 25e anniversaire du Charte de la Terre, 10e anniversaire de la date aussi, plan d'action. Il y a aussi l'année jubilaire et COP30, donc j'ai pu réunir tout ça, rassembler tout ça et de montrer aux gens comment l'Église catholique est engagée pour construire tout cela à travers des décennies. L'an dernier, pour la journée de l'eau, mondiale de l'eau, le père Phil Mulligan, un curé paroissial qui est dans mon comité, Laudato Si, a dit qu'il n'y aura pas d'homélie ce dimanche-là, près du 22 mars, et donc on a mis la vidéo «Écoute, l'eau a un message», qui était très puissant pour plusieurs des personnes qui étaient là dans les bancs. Alors, Denise, désolée, mais on a d'autres présentateurs, donc est-ce qu'on peut couper? Je suis désolée. Désolée, mais il y a beaucoup de choses qui se vivent là, puis on va pouvoir découvrir davantage et je vais partager tout ce que tu nous as donné avec les personnes qui nous écoutent après l'événement. Michel Fish, est-ce que tu es prêt pour nous raconter ce qui se vit à Sherbrooke? Certainement, certainement. Est-ce que vous m'entendez? Alors, voici des petites nouvelles de ce qui s'est passé l'an passé au Québec et plus spécifiquement à Sherbrooke. Alors, au niveau très local, le Cercle Laudato Si de Brompton est très fier d'avoir réalisé l'année passée, pour le Cri de la Terre, la semaine Laudato Si autour du thème de l'eau. Pour le cri des pauvres, la mission sans-abri qui consistait à collecter des produits d'hygiène, savon, shampoing et des gants et des bas a connu un tel engagement que nous avons rempli 2 pick-up rouges complets de matériel qui a été distribué aux sans-abri un petit peu avant Noël. Et enfin, avec comme thème de l'année la rencontre de l'autre, le Cercle Laudato Si de Brompton anime une messe communautaire le 4e dimanche de chaque mois. Au niveau diocésain maintenant, le diocèse, l'archevêché de Sherbrooke a la chance d'avoir un comité diocésain d'écologie intégrale. Alors, ce qui s'est passé l'année passée, ça a été une évaluation énergétique de l'ensemble des bâtiments de l'évêché. Et tenez-vous bien, ce qui coûte le plus cher en carbone, c'est toutes les autos des paroissiens et des paroissiennes qui viennent assister à la cathédrale. Du coup, on a décidé de faire le projet La cathédrale se met au vert, où on a supprimé des places de stationnement. On a dégoudronné avec des élèves des 2 écoles secondaires proches des places de stationnement qu'on a transformées en jardins écologiques. Il y a aussi la collecte des chaussettes pour le mois de la Terre. Plus de 520 livres de chaussettes usagées, orphelines, mais propres, ont été récupérés pour être recyclés et retransformés en chaussettes, en vêtements ou en meubles. On a aussi organisé le parcours Amos sur l'écologie, sur la justice sociale avec des étudiantes et des étudiants de l'Université de Sherbrooke et on les a invités à la fin du carême à s'inscrire à l'animation Laudato Si. Eh bien, 3 étudiants de l'Université de Sherbrooke sont en train de terminer leur formation Laudato Si et leur projet première graine est de former un cercle Laudato Si dans la paroisse à côté de l'Université de Sherbrooke, ce qui fait que nous aurons un 2e cercle Laudato Si à Sherbrooke. Et fin mai, c'est-à-dire la semaine prochaine, nous célébrerons la semaine Laudato Si en invitant les 36 paroisses de notre diocèse à planter un arbre le dimanche 31 en signe de solidarité, de paix et d'hommage à la création. Et finalement, au niveau plus provincial ou plus largement, il y a le désir naissant d'un chapitre Laudato Si francophone. En fait, un petit comité de 5 personnes venant de Sherbrooke, de Québec et de Montréal se sont réunis pour essayer d'organiser une rencontre virtuelle
de toutes les femmes et les hommes qui exercent un leadership écologiste inspiré par la foi au Québec. Une première rencontre a eu lieu et une douzaine de personnes étaient présentes et étaient vraiment très heureuses de se retrouver, même virtuellement. D'où se pose la question de la nécessité de trouver du financement pour pouvoir soutenir ce mouvement naissant, ce désir de se rassembler pour créer un mouvement, avec le lien avec évidemment le mouvement Laudato Si Canada. Alors Laudato Si, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Michel. Il se passe de belles choses dans ta région du pays. Maintenant, j'invite Bill Carruthers, qui est de Jericho House. Oui, bonjour tout le monde et merci beaucoup, Agnès, de cette opportunité de parler de ce qui se vit ici au centre d'Ontario, Wainfleet, Ontario. Petite communauté près de Port Colborne, du lac Erie. J'aimerais parler brièvement de notre soin de la maison commune. C'est notre 5e annuelle retraite. Et l'idée derrière cette retraite est venue de ma formation comme facilitateur Laudato Si. Et les projets qui se feraient à la fin de la formation. Donc, Agnès, moi et Jackie Keith, on a préparé une série de retraites, une par année, qui se base sur le plan d'action de la plateforme Laudato Si. Cette année, on avait sur une vie de durabilité et aussi de l'éco-spiritualité. Le but, c'est surtout de développer communauté parmi des gens qui sont engagés dans Laudato Si ou dans un mouvement d'environnement. On essaie de laisser de la place et du temps pour que les gens puissent réfléchir, dormir, marcher, lire. C'est vraiment un week-end de douceur, pas trop rempli. Et puis, on dit pas que c'est des conférenciers, c'est des animateurs de dialogue ou de conversation. Et ce qui est beau, qui s'est développé sur les 5 ans ou 4 ans, ça a été vraiment ce sens d'appartenance, de communauté, et cela nous fait grand plaisir. Nouvelle dimension cette année, c'est que nous travaillons très fort pour que ce soit pas uniquement écuménique, mais aussi interreligieux. Donc, il y a quelqu'un de la tradition juive qui va animer une conversation. Il y a une femme qui est bouddhiste qui va aussi animer une conversation. On espérait avoir quelqu'un aussi de d'autres traditions. C'est vraiment un beau moment. Alors, merci de l'opportunité d'avoir partagé ceci avec vous et profitons de notre temps ensemble cet après-midi. Merci. Merci beaucoup, Bill. J'ai toujours hâte à ces retraites-là. C'est vraiment un moment, un beau soutien de cœur. Maintenant, j'invite Mary Cordero à Hamilton de nous parler d'un peu de ses expériences depuis les années qu'elle travaille avec Laudato Si. Oui, Mary? Faut ouvrir son micro. Elle lui explique pour son micro simplement. Bon, son micro semble être correct. Vas-y, Mary, on t'entend?
Alors, je suis désolée, Mary, je peux peut-être le lire pour toi, ton document, vu que ça ne marche pas, désolée. Alors, Mary fait partie de la paroisse Regina Wendy Hamilton. Puis dans cette paroisse, il y a quelques années, pour pouvoir économiser de l'énergie, et le 24 mai, on a eu une marche à travers des jardins d'eau et aussi des plantes de la région. Il y a eu des retraites aussi à Regina Mundi, de partager l'évangile de la création. Il y avait 25 participants et ça a généré un intérêt pour la dot aussi. Il y a des groupes de jeunes, il y a des activités aussi. Et il y a eu aussi collecte de bouteilles pour saison de création. Il y a eu assez de bouteilles comme pour pouvoir prendre des fonds qui ont été donnés à un abri pour les sans-abri, ou une soupe populaire. Et on fait une collection aussi de lunettes. Et depuis 2011, il y a eu plein de piles, des tonnes de piles qui ont été collectées et 718 paires de lunettes qui ont été aussi fait en don à travers le Lions Club pour des pays en voie de développement. Et ils ont un jardin euh, varié, puis en expliquant un peu. Et cette année, durant l'année jubilaire de Saint-François, ils ont aussi créé un dépliant pour sensibiliser à l'amour que Saint-François a pour la création. Et ils ont aussi un programme de collecter et de trier les vidanges pour que tout soit bien recyclé et tout ça. Mary, je suis désolée qu'on n'a pas pu avoir ton son, mais on te remercie et on reconnaît qu'il se fait beaucoup de choses par toi et ton équipe à Regina Mundi et merci pour cela. Et notre dernière, ça vient de l'Ouest, Margaret O'Donnell, qui va nous parler de ce qui se vit à Victoria. Oui, merci Agnès, merci tout le monde. Alors, mon histoire là date aussi à trois chapitres et le premier, c'est en 2022. J- J'ai vécu la joie d'avoir suivi le programme de formation Laudato Si, d'avoir reçu le certificat, mais l'échec me guettait. Celui qui m'avait soutenu pour mon projet initial a quitté la ville. Les collaborateurs que je croyais acquis à ma cause m'ont dit non lorsque le moment de la mise en œuvre approchait et ceux que je pensais voir adorer le film, la lettre, ne l'ont pas aimé. Je n'étais pas préparée à l'expérience de l'échec qui me guettait. J'ai été envahie par un sentiment de perte, d'être perdue. Chapitre 2 dans mon histoire 2023 à 2026. Alors, cet échec m'a plongé dans une sorte de attente protectrice. J'ai rejoint un cercle date aussi mensuel basé à Raleigh, en Caroline du Nord. Je me suis levée au milieu de la nuit pour suivre les réunions de la COP. Au Moyen-Orient, à Belém, j'ai suivi la Laudato Deum, l'Électricité et le manifeste des églises du Sud global. Et maintenant, le document de écologie intégrale dans la vie de la famille. Dans la mesure du possible, j'ai suivi la conférence Raising Hope à Castel Gandolfo. J'ai été témoin de tant de dynamisme au sein du mouvement La Date aussi, et j'ai trouvé si attrayante la manière dont les responsables, par exemple, toi, Agnès, Anna, Lona, et votre façon,
de faire ma partie comme on peut en renversant le trajectoire vers le collapse. J'ai décidé d'avancer. Et le troisième chapitre, 2026, je viens de compléter, de reprendre la formation comme animatrice. C'est merveilleux. Alors, je reprends la formation du moment, la date aussi. Cela m'a amené à relire l'encyclique qui est stupéfiante. Et le nouveau gardien du couvent Saint-Joseph a dit oui pour me soutenir, moi et mon projet que je veux faire. Et aussi l'évêque, Monseigneur Gary, qui a dit oui. Et ce matin, on a eu un rassemblement d'une douzaine de personnes. Et l'évêque a envoyé son vicaire, tous les frères étaient là, trois jeunes adultes superbes et nous tous. Alors, on bénit ces débuts. Les débuts ont été bénis et c'est de faire confiance. Question de confiance. Alors, je garde légèrement cette peur d'échec, puis un peu d'intuition, puis de reconnaître qu'on a besoin des dons des autres pour que notre cercle puisse arriver à maturité de Saint-Joseph. C'est ça. Merci. Merci beaucoup, Margaret. Et je te souhaite vraiment une bonne fête, hein. C'est sa fête aujourd'hui. Tout ce programme aujourd'hui, puis elle est avec nous aujourd'hui. Donc, alors, regarde tout le monde qui te souhaite bonne fête. Maintenant, nous voulons aller vers les petits groupes de partage. Nous avons trois questions. Anna, peut-être on va les mettre à l'écran. Je vais aussi vous demander, une fois qu'on voit la diapositive avec les questions, je vais que pouvons-nous faire dans notre diocèse pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles et promouvoir une transition énergique juste qui inclut des mesures de protection pour les travailleurs, les communautés et les pays qui sont dépendants des combustibles fossiles? Deuxième question. Quel message pouvons-nous envoyer ou quelle action pouvons-nous mener pour encourager nos gouvernements à interdire toute nouvelle extraction de combustibles fossiles et participer activement à l'initiative pour un traité sur les combustibles fossiles? Et troisième question. La conversion écologique de nos modes de vie et de notre société comporte de nombreux aspects. Quelle action pouvons-nous organiser avec d'autres personnes de notre région pour prendre activement soin de la création? Bon, on n'a pas beaucoup de temps. On a 15 minutes pour nos temps de petits groupes, donc vous n'avez pas à répondre aux trois questions. Choisissez une question. Alors, discutez parmi vous. Chaque groupe devrait avoir un animateur pour vous aider à avancer. Et les animateurs se connaissent. Anna, est-ce qu'il y a d'autres suggestions pour maintenant séparer les petits groupes? Oui, alors on en a deux qui vont être en français. Les autres vont être par région. Donc, il y en a qui devraient être dans la bonne région. Il y en a parmi vous qui peuvent rester, puis vous allez pouvoir me dire dans quelle région on vous met. Est-ce qu'on est prêt? Oui, alors il est maintenant 15h30. On va se donner un 15 minutes et après, on va faire notre petite finale de 15 minutes. Donc, ce sera pas long. Anna va diviser les gens et je vous souhaite des bonnes conversations. Je sais que ça passe très vite, donc demandez peut-être à deux animateurs s'ils veulent partager brièvement ce qu'ils ont vécu dans leur groupe. Je vais voir qui je peux demander. Est-ce que Greg Kennedy peut nous raconter? Oui, on devait être les anglophones de Québec, mais on en a eu d'ailleurs, de London et de Guelph. Donc, utilisant notre voix avec les membres du Parlement fédéral et provincial, pas uniquement les groupes écologiques, mais d'inviter les groupes Saint-Vincent-de-Paul,
les Chevaliers de Colomb, tout ça, tout ce qui est le traité, justement, au sujet des combustibles fossiles. Tout ce qui peut parler à différentes communautés ou gens dans une paroisse, je pensais que ce serait aidant. J'ai entendu d'avoir comme des pompes de chaleur, une technologie qui est efficace, qui est différente de géothermie, qui coûte un peu plus cher. Donc, ça aussi, ça peut faire partie, et ce sont des options intéressantes. Je vais demander à un animateur francophone. Sœur Daniel, peux-tu nous partager ce qui a été vécu dans ton groupe? Désolée, il faut que les gens choisissent la traduction, donc elle fait un petit rappel aux gens vite fait. Un petit rappel pour que tout le monde entende. OK, vas-y, Daniel. Merci beaucoup. Encore, oui, des conversations très riches, c'est ce qu'on voit. Puis, c'est sûrement, il y a différentes considérations qui ont des impacts différents dans différentes parties du pays. Et puis, c'est là aussi où le mouvement La Dot aussi reconnaît, je reconnais que des campagnes au niveau national ne sont pas nécessairement les meilleures pour certaines choses parce que une réponse individuelle dans une ville, une municipalité ou au niveau rural peut des fois être plus important et plus efficace que ce qu'on peut faire à un niveau national. Même si on a vu un peu cet aperçu mondial aussi dans cette rencontre, mais on cherche aussi comment on peut activer les choses dans nos communautés. Alors maintenant, avant que j'oublie, je vais demander à tout le monde si vous avez fermé votre vidéo, si vous pouvez l'ouvrir, parce que je vais demander à Anna de prendre une série de photos de groupe. Comme ça, on peut garder une trace que nous étions tout le monde ensemble et voir vos visages souriants. Est-ce que ça va, Anna, pour faire ça? Oui, tout à fait, mais vous serez organisé de façon différente. Donc, simplement sourire, on veut voir vos visages. Alors, j'en prends comme ça. C'est merveilleux. Elle doit avoir plusieurs écrans à regarder. C'est parfait. On devrait chanter ou quelque chose en le faisant. Tout le monde est silencieux. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Très bien, merci. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que Anna, elle va mettre dans le chat ici, et on va aussi vous l'envoyer par la suite, une évaluation pour avoir votre rétroaction sur l'événement d'aujourd'hui. Alors, vous le recevez et puis
Anna, maintenant, je vais te demander d'aller à la diapositive qui parle des combustibles. Il y a un autre groupe que tu n'as pas demandé. Il y a plusieurs groupes que j'ai pas pu aller voir parce qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui. Mais si tu veux mettre dans le chat des éléments qui ont peut-être fait surface dans votre groupe, puis j'ai oublié de vous appeler, fais l'écrire dans le chat, puis on gardera une trace à ce moment-là. Désolée si ça vous va. Oui, ça serait vraiment aidant, tout à fait. Donc, fais faire ça, oui. Oui, je sais qu'on a manqué de temps. Alors, dans le groupe où j'étais, il y avait un intérêt sur ce qui va se passer avec l'accord ou le traité des... On est invité, si on le souhaite, à participer dans un symposium où on va entendre les voix des gens à travers le monde sur certains des sujets sur les combustibles fossiles et le traité sur cela. Bon, on vous l'a dit que c'est pas exactement comme les Nations Unies, mais les gens qui sont là pour ce sommet, c'est des gens qui souhaitent et sont partants pour travailler sur cela. Et si on veut joindre nos voix à eux, on peut le faire. On va regarder la diapositive suivante maintenant. C'est un rappel pour chacun ici que la saison de création, le 1er septembre au 4 octobre, c'est aussi le thème cette année, l'eau vive. C'est parlant pour nous au Canada pour plusieurs raisons. Vous allez le voir dans un de mes bulletins de nouvelles aussi. Une cérémonie qu'on a eue à Cornwall, Ontario. Mais on a tant d'eau, on a une bénédiction ici au Canada. Et ça devrait être facile pour nous de trouver une idée qui peut connecter avec l'eau vive comme le thème pour les saisons de création cette année. Et on a des enjeux de relations pour les peuples autochtones ou qui peuvent ne pas avoir de l'eau potable où ils habitent ou qui veulent protéger l'eau aussi, peu importe les différentes raisons, hein. Ça peut être les mines, ça peut être plein de raisons, processus ou le développement pour les déchets nucléaires qui est sûrement trop proche des systèmes d'eau. Donc, il y a bien des façons qu'au Canada, on peut connecter avec l'eau vive et le thème de saison de création prochaine, diapositive. Et bien sûr, un rappel que le pape Léon a proclamé une année jubilaire franciscaine spéciale cette année, reconnaissant le 800e anniversaire de Saint François d'Assise. Et bien sûr, c'est le 4 octobre, la fête de Saint François. Donc, je sais que il y a des pèlerinages qui s'organisent pour reconnaître et la saison de création et Saint François d'Assise et son dévouement de renouveler notre Église et de prendre soin. Donc, tout ça se met ensemble et peut être une inspiration aussi pour nous et ce qu'on va planifier dans l'avenir. Bien. Une dernière diapositive. C'est une invitation pour pouvoir faire partie et s'engager avec le mouvement L'Adopte aussi au Canada. Il y a plusieurs façons. Vous voyez qu'on a un centre, un cercle consultatif et j'invite des personnes ici qui peuvent être intéressées à se joindre à ce cercle. On m'envoie un courriel et connecter à travers le courriel ou la façon que vous avez aussi entendu parler de l'événement aujourd'hui. J'ai une jeune personne en train de travailler justement pour différentes opportunités de bénévolat. Alors, il y a d'autres façons. Vous pouvez aussi contribuer comme bénévole avec le mouvement La Dot aussi Canada de façon concrète. Et bien sûr, tout cela demande bien sûr du soutien financier, comme Michel fait aussi à parler d'idées avec les évêques pour voir quel financement pour le travail qui se fait au Québec aussi. Et de la même façon aussi, quand on a de l'aide au niveau national, on est très reconnaissant aussi.
Et je veux simplement rappeler tout le monde que cette réunion a été enregistrée. Ça va prendre du temps pour un peu faire le ménage du vidéo puis le mettre sur le site web, c'est-à-dire YouTube de Faith and the Common Good. Et je vais l'envoyer à tout le monde qui est ici, qui a été dans cette rencontre pour avoir le lien. Vous pouvez partager à d'autres. Et je vais aussi partager des ressources qui ont été discutées dans cette réunion. On va aussi prendre vos commentaires du chat et puis si vous n'avez pas encore cliqué sur le lien, vous allez le recevoir aussi par courriel. Et Facebook a fermé la page du mouvement Laudato Si Canada. Je suis pas trop sûre pourquoi, mais on en a plus accès. Donc, si vous cherchez là sur Facebook pour des nouvelles, soyez assurés que je vais travailler avec Faith et pour créer une nouvelle page Facebook, mais pour un moment, ça va être un peu calme. Alors, cherchez notre bulletin de nouvelles pour voir quand on aura une nouvelle page qui sera activée et pouvoir le trouver. Et donc, ça nous mène à vers notre fin. Anna, est-ce qu'il restait quelque chose à ajouter? Ça a été vraiment merveilleux d'être avec vous tous aujourd'hui. Donc, merci d'avoir pris le temps de se joindre à cet appel. Nous savons que l'appel pour prendre soin de notre maison commune est de plus en plus urgente et nous voyons l'impact sur tous ceux qui sont les plus vulnérables. Et comme j'ai mentionné au début, c'est facile pour moi de vivre dans la peur ou terrifié ou puis de rester dans le désespoir. Mais nous savons, parce que nous sommes un peuple de foi qui croit en un Dieu qui est mort et qui est ressuscité, que la création est toujours en train de se révéler, se développer. Et j'ai beaucoup d'espérance grâce à chacune de vous, car Dieu continue à travers le monde aujourd'hui et on travaille tous ensemble pour prendre de notre maison commune. Merci. Et je vous invite à pouvoir parler à vos évêques, vos ministres, vos députés. N'ayez pas peur de créer ces liens. On continue à avancer et merci pour tout le travail que vous faites. C'est vraiment, c'est ça la puissance du mouvement, c'est grâce à chacune de vous, des gens comme vous à travers le monde. Et on est des milliers à vouloir prendre soin, puis c'est un don d'être avec chacune de vous pour le temps d'aujourd'hui. Vous me donnez beaucoup d'espérance, puis j'espère que vous partez avec beaucoup d'espérance aussi. Et nous avons hâte de continuer à travailler et marcher ensemble. Un grand merci. C'est Anna. Ce matin, il y avait une cérémonie de commission pour les animateurs, les facilitateurs, Laudato Si de Rome, et je veux vous partager un extrait de la prière d'une sœur qui est secrétaire de justice, paix, intégrité de la congrégation, pour la UISG. C'est juste un extrait, mais je pense que c'est bien pour terminer notre rencontre. Surtout parce que c'est le week-end, la fin de semaine de Pentecôte. Seigneur, nous prions pour les dons de l'Esprit Saint à travers la terre et de renouveler les cœurs de croyants à travers le monde. Envoie ton esprit pour renouveler nos esprits et guider notre volonté afin que le feu de ton amour puisse renouveler en nous. Saint-Esprit, souffle une nouvelle vie en nous, donne-nous la vraie conversion écologique, aide-nous à réfléchir honnêtement dans nos vies, reconnaître là où nous avons des manques envers la création et de croître dans la sagesse et le soin, et qu'on puisse écouter avec clarté et répondre dans ta vérité. Guide-nous pour répondre avec soutien, protéger les vulnérables et d'être là avec ceux qui souffrent les conséquences. Père de miséricorde, nous vous rendons grâce pour le travail que tu mets entre nos mains. En s'engageant aux actions de ce que nous avons planifié et offert, que ta grâce puisse rendre nos efforts fructueux. On te le demande par Jésus-Christ qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Et joyeux fête de la Pentecôte. Merci tout le monde.
Bonne fête de Pentecôte.